Bonjour à tous, bienvenue dans cet auditorium pour cette conférence qui entre presque dans le cadre des Midis de l'archéologie, mais qui est en même temps, vous allez le voir, une conférence tout à fait innovante, inédite, qu'on est très honoré de pouvoir avoir aujourd'hui, donc, et qui vous propose un voyage au cœur des royaumes antiques d'Al-Ula en Arabie Saoudite, autour du colosse d'Arabie, qui n'a presque plus besoin d'être présenté, que vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, aller admirer dans les salles permanentes du département des Antiquités orientales, et qui est un dépôt très exceptionnel consenti par le Royaume d'Arabie Saoudite au musée du Louvre dans le cadre d'un partenariat d'envergure qu'on est encore une fois très heureux et honoré de poursuivre, y compris évidemment aujourd'hui. Donc par cette conférence qui vous présentera à la fois le site de Dédane, donc dans cette formule très inédite qui me permet aussi de remercier toutes les équipes de l'auditorium pour s'être lancées aux côtés des scientifiques qui vont vous parler dans cette petite aventure technique également. Et puis donc autour aussi d'un focus stylistique et technique sur ce colosse de grès que vous allez mieux connaître après cette conférence et qui a déjà une histoire avec le Louvre puisqu'elle avait été restaurée ici dans l'enceinte du palais pour y être présentée pour la toute première fois depuis sa sortie de terre dans le cadre de l'exposition Route d'Arabie en 2010. Et c'est donc, après un peu plus de 10 ans, un retour au Louvre pour y être présenté, donc cette fois dans le cadre de ce dépôt. Et qui va donc être aussi un excellent prétexte pour parler du projet et des projets qui se déroulent à Al-Ula et en particulier des fouilles sur le site de Dédane depuis les années 2000 par la King Saoud University de Riyad et depuis donc 2019 par une mission franco-saoudienne, la Dédane Archaeological Project portée par le CNRS, l'Agence française pour le développement d'Al-Ula et la Royal Commission for Al-Ula qui a révélé d'innombrables vestiges, y compris dans le domaine des sanctuaires, et c'est bien de cela qu'il s'agira, puisque c'est de là qu'est sortie la statue dont on va vous parler à deux voix, donc dans cette conférence exceptionnelle, mêlant aussi expérience immersive, qui a été portée, je l'ai dit, par les équipes de l'auditorium ici en interne, mais aussi avec un merci particulier pour Marianne Coty au département des Antiquités orientales, qui avait été la co-commissaire de Route d'Arabie donc il y a 12 ans et qui a accompagné avec nos partenaires saoudiens ce projet de dépôt et aujourd'hui de conférence donc qui nous permet d'accueillir Abdulrahman Al-Suhaibani qui a permis aussi tout cela, qui est professeur associé au département d'archéologie de l'Université du Roi Saoud de Riyad, directeur des collections de la Royal Commission for Al-Ula à la RCU et spécialiste de l'archéologie de l'Arabie du Nord au premier millénaire avant notre ère, après avoir consacré sa thèse à l'architecture de la ville antique de Dédane, ici en France, qui vous expliquera en partie le très remarquable français avec lequel il va tenir cette conférence dans un instant. Et donc il travaille sur le site de Dédane depuis 2006, a publié de nombreux articles à ce sujet et depuis 2019 co-dirige donc cette mission franco-saoudienne de Dédane dont je viens de parler, donc aux côtés de Jérôme Romer, la deuxième voix de cette conférence, qui est chargé de recherche au CNRS à l'UMR 8167 Orient et Méditerranée et qui, après une thèse de doctorat consacrée à l'histoire et à l'archéologie de la Syrie du Sud de l'âge du fer à l'annexion romaine à Paris également, a entrepris dès 2008 des recherches sur l'Arabie du Nord, d'abord à Madain Saleh et Gras, puis en 2016 sur le site de Taj par une mission franco-saoudienne sur cette ville caravanière et depuis 2019 donc ce programme archéologique consacré à Dédane, ce site majeur de l'âge du bronze et du fer en Arabie du Nord-Ouest, dont vous saurez beaucoup plus après les avoir écoutés. Et je vous les remercie encore une fois pour la conférence qu'ils vont nous offrir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, mon collègue Abdulrahman Al-Suhaibani et moi-même souhaiterions remercier le Musée du Louvre de nous avoir invités à présenter cette conférence, en particulier Monsieur Barthélémy Glama, Mesdames Marianne Thomas et Marianne Coty du département des Antiquités orientales, ainsi que Madame Valentine Gay et toute l'équipe de l'auditorium qui a beaucoup travaillé pour cette conférence.
Nous allons donc vous présenter aujourd'hui une conférence autour de la statue colossale issue du site de Dédane, qui est actuellement exposée au Louvre. Cette conférence s'articulera en deux parties. Tout d'abord, une présentation du site de Dédane et des travaux qui sont actuellement menés par la mission franco-saoudienne que nous co-dirigeons. Puis, dans un deuxième temps, une présentation de la statue exposée au Louvre, appuyée sur des séquences filmées par les équipes du musée. Commençons par le site, donc. Le site de Dédane se trouve dans la vallée d'Aloula, dans la région montagneuse du Hedjaz, au nord-ouest de l'actuelle Arabie saoudite. Cette vallée, comme vous le voyez à l'écran, forme un long corridor nord-sud, bordé par des montagnes de grès à l'est et par un plateau basaltique à l'ouest. Plusieurs grands wadis est-ouest s'y déversent, de sorte qu'elle se trouve au centre d'un très grand bassin versant de plus de 8000 km². La présence de cette ressource en eau a bien sûr joué un rôle déterminant dans l'occupation humaine de la vallée. Elle se traduit aujourd'hui par la présence au fond de la vallée d'une grande palmeraie, une palmeraie qui a été largement replantée au siècle dernier, mais dont on sait qu'elle prospérait déjà dans l'Antiquité. Donc, le site de Dédane est installé sur la bordure est de cette vallée d'Aloula, sur un cône de déjection dominant la palmeraie et au pied d'une impressionnante falaise de grès rouge de 70 à 200 mètres de hauteur que vous voyez sur cette photographie. Il forme un grand tel ovale de 600 mètres nord-sud et 250 mètres est-ouest, soit environ 9 hectares. Comme vous le voyez, ce tel est couvert d'un amas de pierres et ponctué de cratères qui correspondent non seulement à des trous de pillage, mais aussi à de la récupération de matériaux de construction. En effet, après son abandon, le site a servi de carrière, notamment pour la construction de la vieille ville d'Aloula, qui est située à 3 km au sud, mais aussi et surtout pour la voie ferrée du Hedjaz, cette grande voie de chemin de fer construite par l'Empire ottoman au début du XXe siècle et qui reliait Damas à Médine. Cette voie de chemin de fer longeait la bordure ouest du site, sous ce qui est aujourd'hui une route de terre battue. La falaise qui domine le paysage est une partie intégrante du site. En effet, on peut remarquer au premier regard qu'elle a été intensivement remaniée par l'homme. Sa base est découpée en une succession de façades rocheuses, planes et perpendiculaires, qui, lorsqu'on s'en approche, révèlent de nombreuses traces d'outils. Il s'agit en réalité d'une immense carrière à ciel ouvert, s'étendant sur près d'1,5 km de longueur. Cependant, cette falaise accueille aussi de nombreuses cavités rectangulaires qui correspondent à d'anciennes tombes, soit de simples loculi, soit de véritables tombes à chambres. Ces tombes sont accompagnées d'inscriptions, et très exceptionnellement de bas-reliefs. C'est le cas des fameuses tombes aux lions que vous venez de voir défiler à l'écran. Ce sont deux tombes qui sont chacune surmontées de 2 lions gardiens issus d'une très lointaine tradition syro-hittite. La falaise est donc à la fois la carrière et la nécropole de Dédane. Au vu de ces vestiges impressionnants, le site n'a pas manqué d'attirer l'attention des premiers explorateurs européens de l'Arabie du Nord-Ouest. Il fut repéré par l'anglais Doughty en 1878, puis entre 1880 et 1884 par le français Hubert et l'allemand Euting, qui réalisèrent les premières copies de ces inscriptions. Cependant, la première exploration approfondie du site est à mettre au crédit de 2 moines dominicains français de l'école archéologique et biblique de Jérusalem, Antonin Jossen et Raphaël Savignac, qui réalisèrent 2 grandes missions archéologiques en Arabie en 1909 et 1910, à la faveur de l'ouverture de la voie ferrée du Hedjaz. Ces derniers nous ont laissé une description précise des vestiges du site et des copies de centaines d'inscriptions, le tout illustré par des dessins d'une précision remarquable et pour la première fois par des photographies. Vous pouvez les voir à l'œuvre dans des conditions un peu acrobatiques ici à l'écran. Au cours du XXe siècle, plusieurs missions étrangères sont passées par Aloula, mais elles se sont intéressées davantage aux inscriptions rupestres qu'aux vestiges archéologiques. Ce n'est qu'au début du XXIe siècle, en 2004, que des fouilles archéologiques ont été entreprises pour la première fois sur le site de Dédane. Ces fouilles sont l'œuvre du département d'archéologie de l'Université du roi Saoud de Riyad. Elles ont duré 16 saisons jusqu'en 2019, se sont concentrées pour l'essentiel sur un secteur situé au nord-ouest du site, le grand sanctuaire de la ville antique. En
2019, cependant, afin de donner une nouvelle impulsion à l'exploration archéologique du site, la Royal Commission for Alula et l'Agence française pour le développement d'Alula ont suscité la création d'une nouvelle mission archéologique, le Dadan Archaeological Project, dont la conduite a été confiée au CNRS et que mon collègue Abdrahman Souhaibani et moi-même co-dirigeons. Cette mission combine fouilles archéologiques à grande échelle, prospection pédestre systématique, toute une série d'études spécialisées sur le matériel, mais elle comporte également un important volet de conservation des objets, de formation à destination d'étudiants saoudiens, d'étudiants français aussi, à destination des guides touristiques saoudiens, enfin, mais aussi, pour finir, un volet de médiation, notamment de médiation scolaire à destination des écoliers de la région d'Alula. Grâce aux travaux qui ont été menés jusqu'ici à Dedan, mais aussi sur d'autres sites d'Arabie du Nord-Ouest fouillés depuis le début des années 2000, je pense en particulier à la mission franco-saoudienne de Madain Saleh et à la mission germano-saoudienne de l'oasis de Teima, eh bien, grâce à ces travaux, nous pouvons désormais retracer les grandes étapes de l'histoire du site dans son contexte régional. À en juger par des trouvailles de céramique et des datations au carbone 14 réalisées par le Dadan Archaeological Project, la première occupation du site remonte à la deuxième moitié du 3e millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'âge du bronze ancien dans la chronologie levantine. Par ailleurs, des collègues de l'Institut archéologique allemand ont pu identifier sur un site périphérique de Dadan, Tel Sak, des restes de céréales datés de la fin du 3e millénaire, ce qui suggère un certain degré de développement agricole dans la vallée dès cette époque. Ces dates sont cohérentes avec ce que l'on observe ailleurs en Arabie du Nord-Ouest. Le 3e millénaire voit en effet apparaître de vastes agglomérations oasiennes entourées de murs et pourvues de systèmes d'irrigation, notamment dans les grandes oasis de Teima et de Kouraya. Ce phénomène s'inscrit en réalité dans le sillage de la grande vague d'urbanisation que l'on observe à la même époque au Levant. Malheureusement, nous n'avons pour l'instant aucune idée de la nature et de l'organisation du site de Dadan à cette période. L'occupation de Dadan se poursuivit en tout cas au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Là encore, cet horizon d'occupation est confirmé par des datations au carbone 14 et par des trouvailles de céramique. Les principaux marqueurs céramiques de cette période sont une céramique rouge polie et une céramique peinte, bichrome, produite sur le site voisin de Kouraya, la Kouraya Painted Ware. Cette dernière catégorie est vraisemblablement produite pour l'essentiel donc sur ce site de Kouraya, situé à 300 km au nord-ouest de Dedan, et elle connaît une diffusion régionale dès cette période. Elle est caractérisée, comme vous le voyez, par un mélange de motifs géométriques et animaux, généralement peints en rouge et en noir sur un engobe clair. Et elle est très proche, à l'évidence, des productions bichromes que l'on connaît à la même époque au Levant, ce qui confirme l'existence de fortes interactions culturelles entre l'Arabie du Nord-Ouest et le Levant lors de cette période. C'est à cette époque, au 2e millénaire donc, que pour la première fois, nous avons des traces de construction sur le site de Dedan. Les fouilles du Dadan Archaeological Project ont en effet mis au jour, dans le secteur du grand sanctuaire de Dadan, plusieurs bâtiments arasés qui ont été détruits lors de la construction du sanctuaire et dont la construction peut désormais être datée de la première moitié du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Ces constructions, comme vous le voyez, sont réalisées dans un bel appareil de blocs bien taillés. Leur fonction est encore incertaine, mais elles témoignent de l'existence d'une architecture monumentale sur le site dès cette époque. À l'échelle régionale, ou plutôt à l'échelle de la vallée, des fouilles menées par le Dadan Archaeological Project sur un petit site périphérique situé à 1 km au nord-ouest de Dadan, Tel El Salimiya, Dadan est ici. Ces fouilles ont également révélé des occupations de la fin du 2e millénaire, datées plus précisément entre le 13e et le 11e siècle avant Jésus-Christ. Ces découvertes confirment que l'occupation humaine de la fin du 2e millénaire n'était pas cantonnée au site de Dadan, mais qu'elle s'étendait largement dans la vallée. Surtout, les couches de cette période ont livré, pour la première fois, des preuves d'une culture locale du palmier dattier, identifiée par nos collègues du projet Écocide. Il semble donc qu'une véritable agriculture oasienne était en place dès cette période, avec une canopée de palmiers dattiers couvrant probablement des cultures d'arbres fruitiers et de céréales.
Ce que mettent en lumière ces découvertes, c'est que le développement de Dédan et des oasis d'Arabie du Nord-Ouest n'est pas exclusivement lié, comme on le croit souvent, au grand commerce caravanier qui se développe au premier millénaire avant Jésus-Christ, la fameuse route de l'encens. Le pic du premier millénaire est en réalité l'aboutissement d'un long processus de développement oasien qui a commencé dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ, voire peut-être avant. Quoi qu'il en soit, il semble indéniable que la domestication du dromadaire et le début de son utilisation comme animal de bât, autour de 1000 avant Jésus-Christ, ont donné une nouvelle impulsion au développement des oasis d'Arabie du Nord-Ouest et à Dédan en particulier. Avec les autres grandes oasis de la région, dont sa voisine et rivale Taïma, qui est ici sur la carte, Dédan devient à cette époque une station commerciale de première importance sur cette fameuse route de l'encens qui reliait l'Arabie du Sud à l'Égypte, au Levant et à la Mésopotamie. D'un point de vue archéologique, l'essentiel des vestiges qui ont été mis au jour sur le site de Dédan datent de ce premier millénaire. Mais nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Pour l'instant, j'insisterai sur un autre phénomène important, à savoir l'apparition de sources écrites concernant la ville. Dédan apparaît d'une part dans des sources externes. Le site est d'abord mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, dans l'Ancien Testament, au sein de couches rédactionnelles datables pour la plupart entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Dans la Genèse et les Chroniques, Dédan est mentionné comme le frère de Saba, le grand royaume commerçant d'Arabie du Sud, dont la reine rendit cette fameuse visite au roi Salomon. Chez Ésaïe, dans l'oracle contre l'Arabie, il est question des caravanes de Dédan, passant la nuit dans la steppe. Dédan est également mentionné dans le livre de Jérémie, mais c'est le livre d'Ézéchiel qui nous donne le plus d'informations à son sujet, dans son oracle contre Tyr. D'après Ézéchiel, Dédan était l'un des partenaires commerciaux de la ville phénicienne de Tyr, et elle était notamment renommée pour ses tissus de selle de cheval, ce qui vous montre, soit dit en passant, que la route de l'encens ne concernait pas seulement l'encens et les aromates, mais que d'autres produits, parfois plus inattendus, étaient aussi en jeu. Dédan apparaît à cette époque, par conséquent, comme l'une des principales stations caravanières sur le tronçon nord de la route de l'encens. Au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, Dédan apparaît également dans les sources mésopotamiennes, à l'occasion de la campagne du roi babylonien Nabonide en Arabie du Nord-Ouest. En 553 avant Jésus-Christ, ce dernier entreprit en effet d'annexer l'Arabie du Nord-Ouest et d'installer sa cour dans l'oasis de Taïma, à 150 km au nord-est de Dédan. Il conquit à cette occasion 5 grandes oasis d'Arabie du Nord-Ouest, dont Dédan. Alors vous voyez ici à l'écran un relief qui a été laissé par Nabonide dans l'oasis voisine d'El Haït, où l'on voit nettement le roi vêtu d'une longue robe, d'une tiare pointue, qui tient un long sceptre dans sa main gauche et fait de sa main droite donc un geste de bénédiction, le tout devant 3 symboles astraux, la lune du dieu Sin, le soleil ailé du dieu Shamash et l'étoile de Vénus de la déesse Ishtar. Dans une chronique malheureusement très lacunaire, Nabonide mentionne un roi de Dadana, dont on ne sait malheureusement pas ce qu'il advint, mais qui fut probablement renversé et tué, à l'instar de son collègue de Taïma. L'importance de ces textes, c'est qu'ils montrent qu'il existait à cette époque, en Arabie du Nord-Ouest, un paysage politique fragmenté entre plusieurs royaumes oasiens, dont un royaume de Dadan. Ce qui est intéressant, c'est que l'existence de ce royaume oasien peut désormais être corroborée par des sources internes à l'oasis. En effet, le premier millénaire voit l'apparition de l'écriture dans une grande partie de la péninsule arabique, et notamment en Arabie du Nord, où apparaissent des écritures et des langues qualifiées de nord-arabique ancienne. À Dadan apparaissent ainsi une langue et une écriture locale que l'on désigne toutes deux sous le terme de dadanitique, et qui sont illustrées par plusieurs milliers d'inscriptions, dont vous avez ici un échantillon. S'il reste très difficile de dater précisément ces inscriptions, il semble vraisemblable que cette écriture est apparue dans la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Or, plusieurs de ces inscriptions mentionnent des rois de Dadan, comme les 2 que je vous ai mis à l'écran ici, et elles semblent donc datées de cette période où Dadan était la capitale d'un royaume centré sur l'oasis. Des inscriptions de la même période, issues de Taïma, font par ailleurs état de conflits entre cette dernière et Dadan.
Des conflits qui sont probablement liés à une rivalité commerciale entre ces deux oasis qui contrôlaient des branches concurrentes de la route de l'encens. Selon toute vraisemblance, le royaume de Dadan n'a pas survécu à la campagne de Nabonide. Cependant, le roi quitta l'Arabie après 10 ans, en 543 avant Jésus-Christ, et la domination babylonienne sur l'Arabie du Nord-Ouest prit probablement fin avec ce retrait, ou au plus tard avec la fin de l'empire néo-babylonien aux mains des Perses en 539 avant Jésus-Christ. Après le retrait néo-babylonien, la situation politique de l'Arabie du Nord-Ouest est assez confuse. Dans le courant de la seconde moitié du premier millénaire, toutefois, il semble que Dadan soit tombé sous la coupe d'un autre royaume, le royaume de Lihyan. De nombreuses inscriptions dadanitiques, dont celles que vous voyez à l'écran, sont en effet datées non plus par des rois de Dadan, mais par des rois de Lihyan. Or, ce nom de Lihyan ne nous est pas inconnu. Il apparaît dans des transcriptions latines approximatives chez Pline l'Ancien, mais aussi dans des sources du début de l'islam, où il désigne une tribu d'Arabie occidentale qui évoluait dans les environs de la Mecque. Cette tribu de Lihyan dominait non seulement Dadan, mais aussi l'oasis voisin de Taïma, à 150 km au nord-est. Nous avons donc affaire non plus à un royaume oasien, mais à un vaste royaume tribal contrôlant au moins 2 des plus grandes oasis de l'Arabie du Nord-Ouest. La chronologie de ce royaume est très débattue. Nous connaissons au moins 8 de ces rois, et la somme cumulée de leur règne, attestée dans les inscriptions, s'élève à 143 ans, ce qui est un strict minimum pour la durée de cette dynastie. Cependant, comme ces inscriptions ne font jamais référence à un événement externe qui soit bien daté, il est difficile de les dater précisément, même si nos fouilles, comme vous le verrez dans un instant, permettent désormais d'avancer de nouvelles hypothèses. Quoi qu'il en soit, dans la seconde moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ, sous la dynastie de Lihyan, Dadan conserva un rôle commercial de premier plan. À côté des inscriptions locales, en dadanitique, on relève en effet dans l'oasis un grand nombre d'inscriptions en sud-arabique, la langue et l'écriture des anciennes cités du Yémen. Ces inscriptions nous apprennent l'existence à Dadan d'un comptoir commercial de marchands sud-arabiques issus du royaume de Ma'in, le royaume dit minéen. Ce royaume minéen était le principal acteur du commerce dans la péninsule arabique dans la seconde moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. D'après les rois minéens mentionnés par ces inscriptions, ce comptoir semble avoir existé entre le IVe et le IIe siècle avant Jésus-Christ. L'une des 2 fameuses tombes au lion de Dadan porte ainsi une inscription minéenne entre les 2 bas-reliefs, vous la devinez à l'écran, une inscription qui nous indique qu'elle appartenait à un membre de cette communauté. La date de fin du royaume de Lihyan est très débattue. Plusieurs dates ont été proposées entre le IIIe et le 1er siècle avant Jésus-Christ, sans qu'on puisse vraiment trancher pour le moment. Dans les 3 derniers siècles avant Jésus-Christ, en tout cas, on observe le développement d'un autre centre urbain situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Dadan, Egra. Or, plusieurs indices semblent indiquer un transfert progressif du centre politique et économique régional de Dadan vers Egra. Le principal de ces indices est le fait que Egra commence à battre monnaie, contrairement à Dadan. À partir de la fin du IIIe siècle avant notre ère, on voit en effet apparaître à Egra des monnaies locales, imitant les fameux tétradrachmes athéniens à la chouette. On ne sait toutefois pas selon quelle modalité, ni à quel rythme se transfèrent ces produits. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Dadan perdit définitivement son rôle de centre politique régional lorsque les Nabatéens annexèrent l'Arabie du Nord-Ouest, peu avant le tournant de l'ère. En effet, dans la deuxième moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, le fameux royaume caravanier de Pétra s'étendit vers le sud jusqu'à la région d'Aloula, afin d'asseoir son emprise sur le tronçon nord de la route de l'encens. Or, lorsqu'ils annexèrent la région, les Nabatéens choisirent de s'installer non pas à Dadan, mais à Egra. Après leur arrivée, il n'est plus question de roi de Lihyan. La ville de Dadan survivra encore 2 ou 3 siècles, comme on le verra, mais elle apparaît clairement en déclin. Alors, comme vous le voyez, l'histoire de Dadan commence à être connue dans ses grandes lignes, mais elle comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Et c'est précisément en vue de combler ces lacunes que notre nouveau programme de fouilles, le Dadan Archaeological Project, a été lancé en 2019.
Après une première saison en 2020, prématurément interrompue par la crise du Covid, 2 grandes campagnes de fouilles ont pu être menées à bien en 2021 et 2022. Pour finir cette présentation du site et avant de passer à la statue, je souhaiterais donc vous donner un bref aperçu des découvertes permises par ces premiers travaux. Les activités de terrain de la mission se concentrent sur 5 grandes zones de fouilles réparties sur l'ensemble du site. Vous pouvez voir leur localisation sur cette carte à l'écran. Mais la mission comprend aussi un volet de prospection portant à la fois sur la falaise du site et sur la montagne qui le domine, qu'on appelle le Jabal al-Khurayba, cette grande zone qui ne figure qu'à moitié sur la carte que je vous montre. Une première zone de fouille porte sur le grand sanctuaire de Dadan, situé à l'extrémité nord-ouest du site. Ce sanctuaire s'organise autour d'un grand bassin monolithe qui était le seul vestige visible sur le site avant le début des fouilles. L'identification de cette zone comme un sanctuaire est à mettre au crédit des 2 pionniers, Jossen et Savignac, qui ont visité le site au début du XXe siècle. Autour du bassin, Jossen et Savignac ont en effet repéré les restes de plusieurs statues monumentales, ainsi que des bases qui leur étaient associées. Ils ont également repéré, entourant l'ensemble, un grand mur qu'ils interprétaient comme un téménos, un mur d'enceinte de sanctuaire. Cette zone a été abondamment fouillée au début de ce siècle par nos prédécesseurs de l'université du roi Saoud. Ceux-ci ont dégagé une énorme quantité de vestiges sur plus de 3000 mètres carrés. Autour du bassin, elles ont notamment révélé un grand bâtiment rectangulaire que les fouilleurs ont interprété comme un temple. Elles ont également révélé un puits maçonné, mais qui ne figure pas sur cette photo, puisque cette photo date de 2013. Ce secteur est cependant un secteur très complexe, car il est très perturbé par des pillages, anciens et modernes, de sorte que ni l'organisation, ni la chronologie du sanctuaire n'ont pu être fermement établies par nos prédécesseurs de l'université du roi Saoud. Dans le sanctuaire, les fouilles du Dadan Archaeological Project portent essentiellement sur les parties qui n'ont pas été touchées par les fouilles précédentes en vue de clarifier l'organisation et la chronologie de ce complexe. Pour l'instant, le premier acquis de ces fouilles est, comme je vous le disais tout à l'heure, l'identification d'une phase monumentale antérieure à la construction du temple et à la mise en place du bassin. Plusieurs édifices rectangulaires en très belle maçonnerie ont en effet pu être mis en évidence et datés au radiocarbone de la première moitié du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Dans ce chantier, le second acquis est la datation des principaux bâtiments du sanctuaire, le temple, le bassin et le puits. Donc, d'après ces toutes dernières datations radiocarbone, il semble que le temple et le bassin aient été mis en place dès la première moitié du 1er millénaire, c'est-à-dire très probablement lors de la période du royaume de Dadan. La grande inconnue reste en réalité la fonction du soi-disant temple, un temple dont on ne sait pas s'il s'agit d'un véritable temple ou plutôt d'une plateforme monumentale pour des activités de culte. Le puits, quant à lui, est plus tardif, au moins dans son état actuel. Il daterait de la fin du VIe ou du Ve siècle avant Jésus-Christ, ce que confirme une inscription monumentale découverte par nos fouilles et attribuant sa construction à un roi de Lihyan, dont le nom a été perdu. Le troisième acquis de ce chantier est l'identification d'une phase tardive, où la parure monumentale du sanctuaire a été détruite et remployée. Cette phase tardive, qui voit notamment le remploi de statues colossales dans des murs, comme matériaux de construction, peut être daté du 2e ou du 1er siècle avant Jésus-Christ. Enfin, le dernier acquis de nos fouilles est la clarification du plan de ce sanctuaire, puisque sa porte monumentale, au sud, a pu être identifiée et dégagée. Plus au sud, nous avons ouvert une autre grande zone de fouilles près du centre de la ville antique, à un endroit où les vestiges architecturaux semblaient mieux conservés qu'ailleurs, malgré la présence de nombreux trous de pillage. Ce secteur a été épierré et décapé sur près de 2500 mètres carrés, ce qui a révélé dans sa partie ouest les vestiges de plusieurs grands bâtiments. La fouille de cette partie ouest a finalement révélé tout un quartier urbain comprenant 7 bâtiments et leurs rues adjacentes. Vous les voyez à l'écran. Ce quartier urbain date de la dernière grande phase du site, datable entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ.
Des trouvailles monétaires confirment en effet son occupation jusqu'au milieu du IIIe siècle, soit bien après la date du 1er siècle après Jésus-Christ, précédemment retenue pour l'abandon de Dadan. Les bâtiments de ce quartier ont été très fortement détruits par des trous de pillage, mais l'épaisseur de leurs murs laisse penser qu'ils avaient à l'origine une hauteur très significative. La découverte d'un escalier massif lors de la dernière saison renforce cette hypothèse. Il est encore trop tôt pour parler de maisons-tours, mais il faut sans doute imaginer des constructions de plusieurs étages séparées par des rues relativement étroites. Les fouilles ont montré que ces bâtiments de la dernière phase sont pour la plupart fondés sur des murs plus anciens, datables d'une phase antérieure allant du 5e au 2e siècle avant Jésus-Christ. Cette phase est notamment caractérisée par la présence de nombreux objets importés du monde grec et égyptien, de la céramique à figure rouge, attique, de la céramique à vernis noir, de la céramique égyptienne, probablement ptolémaïque, de la pâte de verre de Méditerranée orientale, des fragments d'amphores rhodiennes, des monnaies ptolémaïques et des statuettes en terre cuite du monde grec et d'Égypte. Ces objets laissent entrevoir des relations commerciales très soutenues avec la Méditerranée orientale à cette époque. À la faveur d'un grand trou de pillage ayant complètement oblitéré les bâtiments de la phase tardive, une maison de cette période a pu être dégagée, le bâtiment 7. Elle se présente sous la forme d'un bâtiment à cour centrale, dont vous voyez ici une restitution des différentes sous-phases, qui n'est pas sans évoquer des modèles méditerranéens. Vers la fin de cette phase, d'importants niveaux de destruction ont été identifiés. Il contenait notamment des fragments d'inscriptions minéennes monumentales, ce qui laisse supposer la présence d'un bâtiment monumental minéen, peut-être un temple, des 3e, 2e siècles avant Jésus-Christ, dans les environs du chantier C. Ce temple reste à découvrir, en espérant toutefois qu'il en reste quelque chose. Enfin, les fouilles du chantier C ont permis de réaliser pas moins de 8 sondages profonds pour explorer la diachronie du site. Ces sondages sont allés jusqu'à 5 mètres de profondeur. Plusieurs d'entre eux ont permis d'atteindre une phase de la deuxième moitié du 2e millénaire, caractérisée par des constructions mixtes en briques crues et en pierre, et par la présence de cette céramique peinte de Kouraya que j'évoquais tout à l'heure. Ces sondages révèlent une séquence d'occupation continue de plus de 1500 ans, allant de la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ au 3e siècle après Jésus-Christ. En dépit de sa complexité, cette zone constitue donc la séquence stratigraphique de référence du site qui s'avère décisive pour la compréhension de son développement dans le temps et pour la datation de sa culture matérielle, en particulier de sa céramique. Une troisième zone de fouille, de dimension plus modeste, porte sur un petit sanctuaire funéraire situé hors de la ville antique, au pied de la falaise de Dadan. À cet endroit, une série d'inscriptions dadanitiques et 2 niches rupestres laissaient en effet présager la présence d'une tombe importante associée à un lieu de culte. Nos espoirs n'ont pas été déçus, car la fouille de ce secteur a très vite révélé un important niveau de démolition, comportant 217 fragments d'objets de culte. Sous ce niveau de démolition, la poursuite de la fouille a mis au jour un petit sanctuaire comportant des dizaines d'objets in situ, donc à la place où les derniers occupants du site les avaient laissés plus de 2000 ans auparavant. Et ces objets, vous le voyez, comportent des tables à offrandes, des brûle-encens, des pierres dressées, mais aussi de nombreuses statues. Ces objets sont associés aux niches rupestres et sont disposés sur 2 niveaux distincts, ce qui suggère 2 périodes d'utilisation du sanctuaire. Lors de la dernière saison, notre équipe de conservateurs a commencé la conservation de ces objets et vous voyez qu'ils ont pu réassembler 21 statues de tailles diverses. Ce petit sanctuaire peut être daté, grâce à de premières datations radiocarbone, entre 350 et 50 avant notre ère. Une fourchette de datation qui est malheureusement assez large, mais que de nouvelles datations devraient permettre de raffiner. Préciser cette chronologie est un enjeu crucial, non seulement pour la compréhension de ce sanctuaire, mais aussi pour l'histoire politique de la région, car cela permettra par ricochet de dater 2 importants rois de Lihyan mentionnés dans les inscriptions du sanctuaire, 2 rois dont la datation flotte pour l'instant entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Fourchette très large donc. Après la mise à jour du sanctuaire, les fouilles se sont poursuivies pour trouver la tombe mentionnée par les inscriptions. Immédiatement, sous les niveaux d'objets de culte, une sépulture modeste a été mise au jour, vous la voyez ici, sous la niche.
Et cette sépulture était installée à la surface d'une épaisse couche de déchets de carrière. Cependant, la grande tombe mentionnée par les inscriptions reste malheureusement introuvable, bien que des feuilles d'or, provenant probablement d'une riche sépulture, aient été retrouvées éparses dans les déchets de carrière. La fouille a cependant permis de mettre au jour un sol de carrière extrêmement bien préservé, sous plus de 2 mètres de déchets d'extraction. Cette découverte permettra d'analyser précisément les techniques d'extraction employées par les carriers de l'ancienne Dédane, ce qui est une étude en cours. Les 2 dernières zones de fouilles de notre mission portent sur des périodes plus tardives. À environ 1 kilomètre au sud du site principal, nous avons en effet repéré une petite agglomération datant de l'Antiquité tardive. Le principal bâtiment de cette agglomération est actuellement en cours de fouille et a pu être daté entre le 3e et le 6e siècle après Jésus-Christ, soit la période extrêmement mal connue de la Jahiliya, les derniers siècles précédant l'islam. Il s'agit probablement de la résidence fortifiée d'une famille dominante. De façon très intéressante, les analyses archéologiques en cours suggèrent que ces habitants avaient un régime alimentaire très différent de celui des populations antérieures, ce qui pourrait suggérer leur appartenance au judaïsme ou au christianisme, dont on sait qu'ils se répandent dans la région à cette époque tardo-antique. Ce secteur tardo-antique offre donc des perspectives non moins nouvelles et non moins passionnantes que la ville antique elle-même. Enfin, nos fouilles portent également sur un secteur médiéval situé au nord de la ville antique. Là, nous avons repris des fouilles commencées par l'université du roi Saoud et nous sommes en train de mettre au jour un grand bâtiment monumental de fonction encore inconnue, mais qui a été occupé du 8e siècle après Jésus-Christ au 12e siècle après Jésus-Christ, soit sur plus de 4 siècles. Comme vous le voyez, l'histoire de Dadan est donc loin de s'arrêter au tournant de l'ère, comme on le croit souvent. Après l'abandon de la ville antique, l'occupation humaine s'est en réalité déplacée d'abord vers le sud, pendant l'Antiquité tardive, où nous avons tout un village avec ce bâtiment monumental, puis vers le nord, à l'époque islamique ancienne, où ce bâtiment monumental que nous fouillons est en fait associé à un village que vous voyez ici à l'arrière-plan et que nous allons commencer à explorer. Pour finir sur les travaux de la mission, et avant de passer à la statue, j'aimerais évoquer brièvement les résultats des prospections que nous menons à la fois sur la falaise du site et dans la montagne qui le domine. Si les prospections de la falaise ont révélé surtout des centaines de tombes et des fronts de carrière, dont vous voyez un échantillon à l'écran, celles de la montagne ont mis au jour de grandes nécropoles, d'imposants murs de fortification dont certains barrent des vallées entières et protègent ainsi le site de Dadan, ainsi que 2 grands sanctuaires de hauteur associés à des milliers d'inscriptions et de gravures rupestres. Alors pour ne pas être trop long, je n'évoquerai ici que l'un de ces sanctuaires de montagne qui est situé dans la partie sud-est du Djabal, à l'aplomb d'une falaise de 100 mètres de hauteur. Ce sanctuaire se présente comme une longue voie processionnelle composée de longs murs ponts et d'escaliers rupestres qui relient 4 pics, 1, 2, 3, 4, de taille croissante et qui mènent au point culminant du massif montagneux, d'où la vue embrasse l'ensemble de la vallée et même au-delà. À en juger par les inscriptions qui l'accompagnent, ce sanctuaire doit probablement être associé à la communauté minéenne de Dédane et il doit donc probablement être daté entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère. Nous avons commencé à ouvrir des sondages dans ce sanctuaire en 2021, des sondages dont vous pouvez voir quelques images à l'écran, images qui datent de la dernière saison, de décembre dernier. Il y aurait en réalité encore beaucoup à dire à la fois sur les fouilles et sur les prospections qui ont révélé plusieurs milliers de faits archéologiques, mais cela nous emmènerait bien au-delà du temps imparti à cette conférence. Je vais donc maintenant laisser la parole à mon collègue Abdrahman Sohaibani pour vous présenter la statue exposée au Louvre, en espérant que cette première partie de la présentation ait pu vous donner une bonne idée de son contexte de découverte. Bonjour. Merci beaucoup, Jérôme. C'est toujours difficile en fait de parler après Jérôme, mais je vais faire mon mieux. Je tiens aussi à remercier nos collègues et nos amis au Louvre pour bien organiser cette conférence concernant Dadan et la statue.
La statue exposée au Louvre provient des fouilles archéologiques menées par l'Université de Roi Saoud dans le grand sanctuaire de Dadan entre 2004 et 2019. Probablement, ce sanctuaire était consacré au grand dieu de Dharabat, dont le nom signifie « celui de la forêt » ou plutôt dans ce contexte oasien, celui de la palmeraie. La statue a été trouvée en position de chute avec d'autres statues du même type à proximité d'un grand bâtiment rectangulaire identifié comme un temple qui est daté du premier millénaire avant Jésus-Christ. Malgré des différences dans leur style et leur qualité d'exécution, toutes ces statues présentent une iconographie similaire dont l'exemplaire exposé au Louvre est parfaitement représentatif. La statue est de dimension colossale. Elle est haute de 2,30 cm et large de 80 cm. Il est exécuté en ronde bosse dans un grès rouge local, probablement issu des grandes carrières qui dominent le site de Dadan. Elle représente un homme en attitude frontale, debout et les pieds joints. L'homme est torse nu et vêtu d'une bagne qui lui arrive au-dessus des genoux. Il a les bras tendus le long du corps et porte un bracelet au cul du bras gauche. À l'arrière, la statue est maintenue par un appui dorsal qui remonte jusqu'à la base du fessier et laisse visible le dos du personnage. Dans son état actuel, la statue présente des mutilations. Sa tête a disparu, du même que ses mains et ses pieds. La statue se distingue par un souci de précision anatomique et par son modelé. Le torse est divisé en 3 parties à la façon des statues monumentales égyptiennes depuis la fin de l'époque saïde, c'est-à-dire vers le début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce traitement du torse se retrouve notamment sur la fameuse statue de Nakhtoreb en prière, datée du début du VIe siècle avant Jésus-Christ et conservée au musée du Louvre. Le modelé charnu du torse pourrait également évoquer une influence de la statuaire grecque d'époque classique, mais cette influence s'aperçoit mieux sur d'autres exemplaires où la musculature est exacerbée, comme celui que vous voyez là sur la droite. Les clavicules sont subtilement évoquées et la carnation de la chair était évoquée par un pigment rouge dont des traces sont conservées par endroits. Ce qui frappe cependant dans l'anatomie du personnage, c'est la taille hypertrophée de ses bras et qui évoque probablement sa force. On note comme dans la statuaire égyptienne, le sculpteur a laissé des réserves de matière entre les bras et le torse. Quant aux mains, elles sont perdues, mais d'autres statues du même type permettent de restituer des points fermés sans attributs visibles. La face arrière de la statue a également été réalisée avec soin. Si le traitement anatomique du dos reste sommaire, le sculpteur en a souligné la puissance à l'aide d'un sillon vertébral très marqué. La même impression de force se dégage du galbe du fessier, tandis que certains détails, comme le traitement du coude, témoignent d'un souci anatomique plus marqué. Comme les mains, la tête du personnage manque. Plusieurs têtes de dimensions colossales ont été retrouvées dans la zone du temple, mais aucune ne recolle avec notre statue. Comme vous pouvez le voir, elles sont très différentes, tant dans leur style que dans leur conception et dans leur qualité d'exercice. Toutes, cependant, portent un voile retenu au front par un bandeau. Ce voile peut être mieux observé sur un autre fragment où l'on voit qu'elle retenait les cheveux du personnage en formant un bourrelet derrière la nuque. On retrouve également ce détail sur une tête retrouvée dans l'oasis voisine de Taïma, qui a encore un style différent, avec des grands yeux au contour soulignés par des traits en relief qui évoquent lointainement la statuaire égyptienne, voire certains cureuils grecs.
Étant donné cette diversité, nul ne sait donc pour l'instant à quoi ressemblait le visage de notre statue, mais on peut supposer sans trop de risque que ses cheveux étaient retenus par un voile maintenu au niveau du front par un bandeau. Les jambes de cette statue témoignent du même souci de précision anatomique que le torse. Les genoux sont rendus avec un certain modelé par un double sillon en V. Les mollets sont galbés et les tibias saillants. Là encore, les pieds manquent, mais on devine sur le côté les lanières d'une sandale. Ces sandales se retrouvent sur d'autres statues de la Syrie. Outre ces sandales, le seul vêtement que porte le personnage est un ban qui lui couvre les cuisses. Ce ban n'a rien d'égyptien. Son port inférieur est droit et il est retenu à la taille par une ceinture double nouée sur le côté dont le nœud forme de longues retombées. Ce pan était recouvert d'un enduit très blanc disposé en plusieurs couches, ce qui témoigne sans doute d'un entretien régulier. Si la forme du pan est locale, le contraste entre le blanc du tissu et le rouge de la chair évoque en revanche fortement la statuaire masculine égyptienne. Autre sopagne, l'unique élément du parure est un bracelet porté au coude du bras gauche. Ce bracelet est torsadé et serti d'une gemme de taille imposante. Si les anneaux de bras sont communs dans la statuaire égyptienne, chypriote ou assyrienne, aucun parallèle précis n'a pour l'instant pu être trouvé pour ce bracelet. D'autant qu'il est porté au coude et non sur le bras, il semble donc s'agir d'un type local. Au total, la statue est donc empreinte d'une forte influence égyptienne, mais comporte des traits iconographiques locaux, autant dans la parure et le vêtement que dans l'hypertrophie du bras, qui est un symbole de puissance. Il s'agit donc d'une réinterprétation locale du modèle égyptien. Cette influence égyptienne n'est pas propre à Dadan, mais s'observe dans l'ensemble de l'Arabie du Nord-Ouest. Dans l'oasis voisine de Taïma, à 125 km au nord-est de Dadan, des contacts avec l'Égypte pharaonique sont attestés dès la fin du XIIe millénaire avant Jésus-Christ et des représentations divines datées du 5e ou du 4e siècle avant Jésus-Christ témoignent d'une transposition de l'iconographie religieuse égyptienne. Par exemple, dans la représentation du grand dieu de cette oasis, Salam, sous la forme d'un taureau portant un disque solaire entre ses cornes. Du point de vue chronologique, les principaux traits stylistiques de la statue évoquent la tendance néoclassique qui prévaut en Égypte à la basse époque, c'est-à-dire du milieu du 7e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Pour être plus précis, la tripartition du torse permet sans doute d'exclure une date intérieure au 6e siècle avant Jésus-Christ. Toutefois, notre statue a parfaitement pu être réalisée plus tard que le 4e siècle, car les sculpteurs locaux ont pu conserver longtemps une tendance archaïsante. Malheureusement, l'archéologie ne nous aide guère à raffiner la datation de l'œuvre, et dans le sanctuaire, des bases correspondant probablement à des statues colossales de ce type ont été retrouvées au début du XXe siècle par Jocelyne Issa-Vignac, mentionné tout à l'heure par Jérôme. Elles sont inscrites dans la langue et l'écriture locale, le dadanatique, et datées par des rois de la dynastie de Lihyan. Cependant, la chronologie de cette dynastie régionale qui régna sur le Dadan et l'oasis voisine de Taïma n'est pas encore bien établie. Elle flotte entre la fin du 6e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. L'archéologie nous fournit en réalité qu'un terminus antiqué. Lors de la saison 2021 du Dadan Archaeological Project, une statue colossale du même type a été retrouvée en Ramblois dans un mur tardif daté du 12e ou du 1er siècle avant Jésus-Christ.
La fourchette de datation de cette série de statues va donc du milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la 2e siècle avant Jésus-Christ, sachant qu'ils ont beau être produites sur une assez longue période. Quelle était la fonction de cette statue et qui représentait-elle? Le fait que l'ensemble de la série a été trouvé en contexte secondaire, dans des niveaux de destruction ou en remploi, n'aide pas à répondre à ces questions. Cependant, nous disposons de plusieurs indices. Le premier est le contexte de découverte de ces statues au sein d'un grand sanctuaire. Il s'agit donc en bas doté d'objets cultuels. Les bases de statues trouvées à proximité indiquent qu'il s'agit d'offrandes. Un indice supplémentaire provient de l'attitude de la figure. Celle-ci représentée dans une attitude passive, les pieds joints et les bras le long du corps. Si on l'interprète en fonction des conventions de représentation égyptienne, cette position évoque l'attente. Nous avons donc probablement affaire à une figure en attente d'une offrande. Mais quelle est cette figure? Un fragment d'une statue du même type retrouvé en rembloi dans le sanctuaire porte la mention roi de Lahyan, Malik Lahyan, ou Malik Lahyan. Pour cette raison, on interprète généralement ces statues colossales comme des représentations des rois de Lahyan. Cependant, la signification de cette inscription n'est pas univoque. Elle peut aussi bien désigner le sujet représenté que la personne qui a offert la statue. On ne sait donc pas s'il s'agit d'une représentation royale ou d'une représentation divine offerte par un roi. Cette incertitude est renforcée par d'autres trouvailles faites dans l'oasis de Dadan. Dans d'autres sanctuaires de l'oasis, on retrouve en effet par dizaines de versions plus petites de ces statues. Par exemple, dans le petit sanctuaire funéraire fouillé par le Dadan Archaeological Project, un ensemble de 21 statues de ce type a été retrouvé en contexte. Leur iconographie est similaire à celle des statues colossales, dont elles ne diffèrent que par la taille et la qualité d'exécution. Certaines de ces statues reposaient sur des tables à offrandes munies de bec verseur, ce qui suggère qu'ils recevaient des offrandes liquides. Or, les inscriptions qui accompagnent ce petit sanctuaire indiquent qu'au moins une de ces statues, sans doute la plus grande, représentait un dieu Ab-Alaf. Il est donc tout à fait possible que ces représentations stéréotypées représentent plutôt des figures divines, mais aussi qu'elles représentent alternativement des figures divines ou des figures royales. Dans l'attente de nouvelles trouvailles épigraphiques, la question reste ouverte. Pour finir, il faut dire quelques mots des mutilations qui représentent cette statue. En effet, on l'a vu, la statue a perdu sa tête, ses mains et ses pieds. Or, il s'agit très probablement d'une destruction volontaire, car des impacts d'outils sont visibles à l'arrière des bras de la statue. D'autre part, l'ensemble des statues de ce type retrouvées dans le sanctuaire sont mutilées de la même façon. De même que les versions miniatures retrouvées dans le petit sanctuaire funéraire que je viens d'évoquer. Si l'on réfère encore une fois au parallèle égyptien, ces mutilations ne sont probablement pas anodines. Décapiter la statue vise clairement à lui retirer la vie et lui enlever ses mains et ses pieds revient à la priver de sa capacité et d'action du mouvement. Il s'agit donc probablement là d'une destruction à caractère symbolique visant à priver l'image royale ou divine de son pouvoir. Or, tout indique que ces mutilations ont été faites à l'Antiquité. En effet, comme on l'a vu il y a un instant, plusieurs de ces statues ont été remployées dans des murs tardifs, datables du XIIe ou du Ier siècle avant Jésus-Christ. Quant aux statues plus petites retrouvées dans le sanctuaire funéraire évoqué à l'instant,
Elles ont probablement aussi été détruites à la même période. Nous avons donc affaire à un épisode de vandalisme systématique qui a affecté l'ensemble des sanctuaires de Dadan peu avant le tournant de l'ère. Cet épisode de vandalisme est peut-être lié à un changement politique puisque les 2 derniers siècles avant Jésus-Christ voient le déclin du royaume de Lahyan et le passage de la région sous la coupe des rois nabatéens de Petra qui s'installent dans la ville voisine de Hegra. Les nouveaux maîtres de la région ont beau vouloir se débarrasser des images de leurs prédécesseurs, voire des images des divinités associées à la dynastie précédente. On peut remarquer de fait qu'il n'existe plus aucune attestation de lieu d'Arabat après la conquête nabatéenne. Une inscription bilingue araméo-dadanatique trouvée dans le sanctuaire de Dadan témoigne en revanche de l'existence à Dadan d'une culte à Dushara, le grand dieu nabatéen vers le tournant de l'ère. Si bien des incertitudes subsistent quant à son interprétation, cette statue constitue donc un témoignage exceptionnel des grandes évolutions politiques et religieuses de l'Arabie du Nord-Ouest dans la seconde moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Je tiens à vous remercier pour votre attention.